Le débat du dimanche, bienvenue à ce numéro qui reçoit Alexis Calambri des Échos, Adam Cham du Républicain et de arawanexpress.com, Serge Daniel, journaliste écrivain, et Mahamadou Kamara du journal du Mali.com. En visite au Mali ce week-end, le chef de la diplomatie française a renouvelé l'engagement de son pays à soutenir le Mali dans la perspective des prochaines élections. Laurent Fabius affirme ne pas avoir entendu au cours de son séjour de son discordant quant à l'organisation des élections en juillet prochain. Tous mes interlocuteurs, je dis bien tous sans exception, soutiennent, ce qui est d'ailleurs la feuille de route adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, que les élections doivent avoir lieu en juillet. Je n'ai entendu personne, y compris parmi les grands partis politiques, proposer quelque chose de différent. Et nous, la France, même si nous n'avons pas, bien sûr, à nous ingérer dans les décisions maliennes, c'est important pour nous, membres de la communauté internationale, que les élections aient lieu à leur date. S'agissant des élections législatives, les opinions sont plus diverses, mais je crois qu'il y a un souhait général qu'elles aient lieu le plus vite possible. Certains disent en même temps ou dans la foulée. Évidemment, les questions techniques sont un peu plus complexes parce que c'est un peu plus compliqué quand il y a beaucoup de circonscriptions que quand il y a une seule circonscription. Mais là aussi, il y a la volonté de faire de bonnes élections et de les réaliser rapidement. Voilà, Mahamadou Kamara, Fabius qui renouvelle l'engagement de la France à soutenir le Mali, mais certains disent qu'il est venu pour mettre un tout petit peu de pression. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas senti de la part des autorités gouvernementales maliennes une volonté farouche d'organiser ces élections avant la fin juillet. Ça a été annoncé certes il y a plusieurs mois, mais depuis que ça a été annoncé, on n'a pas vu d'actes fondamentaux posés par ce même gouvernement pour justement organiser ces élections. Notamment la question du fichier, la question des cartes d'électeurs, la question du vote des personnes qui n'ont pas été recensées l'année dernière, puisqu'il n'y a pas eu de révision, qui serait environ 300 000, et la question des 400 000 réfugiés maliens qui se trouvent à l'extérieur. Donc la pression, oui, parce qu'on ne sent pas du côté gouvernemental une volonté farouche d'aller à ces élections, malgré le discours. Alexis, la visite de Fabius à ce moment précis. Oui, bon, c'est sûr que Fabius est venu avec son programme précis, mais pour embrayer sur ce que disait tout de suite Camara, c'est que on ne sent pas de prospective chez nous. C'est vrai, la France, on entend beaucoup la France qui dit il faut les élections en juillet, on entend le gouvernement qui dit je peux organiser les élections en juillet, mais en face, la classe politique n'a jamais fait de contre-proposition. La société civile n'a jamais fait de contre-proposition. Donc, tout le débat se limite à dire c'est possible, c'est pas possible, mais pas de contre-proposition à ce qui est avancé. Et la visite de Fabius a ceci de positif que elle clarifie certaines positions de la France vis-à-vis du Mali et un peu du Mali vis-à-vis de tous nos problèmes. Serge, peut-être il y a eu une avancée puisque selon Fabius, il n'a pas entendu de son discordant par rapport à la tenue des élections en juillet. C'est important, c'est peut-être une avancée. Non, je n'ai pas ça. Moi, je pense qu'il est venu mettre un peu la pression. Il faut savoir qu'avant son arrivée, que François Hollande avait déjà déclaré qu'il serait intraitable sur la question de la date des élections au mois de juillet. Il est venu mettre la pression, mais il est venu faire deux autres choses. Il est venu parler de la MISMA, parce que la mission de soutien les forces internationales qui sont là vont changer de statut dans 2 à 3 semaines, puisque ce sera une force de stabilisation, mais à côté de la force de stabilisation, il y aura 1 millier de soldats français qui vont rester sur le territoire malien. Il est venu aussi parler de réconciliation nationale. Il a dit 2 choses qui m'ont frappé par rapport à cette réconciliation nationale. Il a dit à Kidal, il n'y a pas de connexion entre l'armée française et le MNLA. Bon, c'est lui qui l'a dit, il l'a dit officiellement. Ensuite, il dit, à un moment donné, il va falloir forcément que le MNLA désarme. Je pense qu'il est venu mettre la pression. Cela dit, le ministre de l'administration territoriale, pour répondre indirectement à une question de Mamadou Camara, le ministre de l'administration territoriale qui avait raté son avant-dernière sortie parce qu'il avait parlé un peu pour ne rien dire,
a été plus précis la dernière fois. Il a dit, il y aura environ 6,9 millions d'électeurs inscrits. 2, ce sera un fichier biométrique qu'on va utiliser. 3, le financement, et tu avais raison parce que tu le disais, le financement des élections est bouclé, donc les 50 milliards existent. 4, les déplacés et les populations réfugiées dans les pays voisins pourront voter. Ça, c'est un engagement fort quand même que le Mali a pris avant l'arrivée de Fabius, mais il n'empêche, à mon avis, c'était organisé et que Fabius, il n'est pas du tout exclu qu'il ait mis la pression sur les autorités maliennes. Adam Tcham. Bon, je ne sais même pas quoi ajouter, parce que pour une fois, je crois que Serge a tout dit. Ça ne lui arrive pas. Ça ne lui arrive pas. Ça ne lui arrive pas souvent, mais non, mais c'est vrai. Je pense que Fabius était à l'aise pour évoquer 2 questions. Celle de l'élection en juillet, à laquelle il déclare encore la France tient, et puis la question de la réconciliation nationale. Sur la question du MNLA, il on était a même un un extrait à travers lequel il parle du MNLA. On va aborder la dernière partie. Ok, donc peut-être qu'à ce moment on l'évoquera, mais c'est juste pour dire qu'il était un peu mal à l'aise en évoquant la question du MNLA. Et puis bon, les autorités maliennes lui ont dit nous serons à Kidal. Et c'est pourquoi je pense que vous aviez raison la semaine dernière de dire qu'il y a un truc français là-dessus. Je ne le croyais pas, je l'ai vu. Effectivement, il y a une pression française pour qu'on ne soit pas à Kidal. Et justement, par rapport à cette pression française, il y a eu un mot qui est sorti, Hollande, le mot intraitable à Bamako. Ça a été différemment apprécié, différemment commenté. Je crois que ça faisait quand même d'honneur de leçon. Il n'a pas dit qu'il est intraitable sur la date des élections dans un pays où il n'est pas le président de la République. La France est intervenue au Mali pour chasser les terroristes, ça c'est bien, ça on doit applaudir, on doit apprécier, mais il faut respecter un pays quand même qui est un pays indépendant. Ne faisons pas la fine bouche, c'est-à-dire que buvons le Cali jusqu'à la lie. Nous sommes dans une situation de par notre fait. Ceux qui sont venus nous sauver, laissons-les faire ce qu'ils veulent ou assumons-nous. Ou assumons-nous. C'est-à-dire que c'est notre écurie qui a fait que nous en sommes là. C'est de notre fait que si la France est présente chez nous et à la limite, ceux qui ont perdu et versé le sang chez nous ont des droits. À mon avis, c'est vrai. C'est-à-dire nous sommes responsables de ce qui arrive. Mais regardez un peu comment la France, d'après le 11 juillet, a été portée par le Mali. Je crois que Hollande n'a jamais été aussi populaire au Mali qu'ailleurs. Il y a donc un problème, c'est-à-dire que ce même pays est quand même défend au nord du Mali une situation qui n'est pas défendable par rapport à la question du MNLA, parce que le dialogue qu'il semble exiger avec le MNLA, il ne l'exige pas avec les salafistes. C'est l'extrait qu'on va écouter. Okay, bon, voilà, déjà, Camara voulait réagir sur le mot intraitable. Oui, non, je pense que tout le monde, la plupart des observateurs, et notamment en France, sont convaincus qu'il faut des élections en juillet. Donc le président Hollande a raison de le dire. Cela dit, il est chef d'un État qui est souverain et qui n'accepterait pas qu'un autre État souverain lui dise « nous sommes intraitables sur tel ou tel point ». Même si c'est vous qui avez même si c'est vous qui avez libéré le Mali, il y a des formes à mettre. Je pense que c'est une erreur de langage et j'espère qu'il aura l'occasion de rectifier. Il pourrait être, par exemple, intraitable sur l'affaire Cahuzac. Je crois qu'il l'a été, il l'a viré déjà. Tout à fait. Voilà, comme il fallait s'y attendre, lors de cette conférence de presse, les journalistes ont posé des questions par rapport à l'absence de l'armée malienne, de l'État malien à Kidal. Écoutons la réponse de Laurent Fabius. Dans un pays républicain et démocratique, il ne peut pas y avoir 2 armées. Donc il y a une armée qui est l'armée malienne. Et le moment venu, il faudra que tout groupe, ça vaut pour le MNLA comme pour un autre, qui aurait des armes, accepte d'être cantonné et de renoncer à ces armements. Il y a un autre principe qui est que dans les discussions qui doivent avoir lieu et qui, nous l'espérons, auront lieu, dialogue et réconciliation, tous les partisans du dialogue et de la réconciliation, tous les acteurs du dialogue et de la réconciliation doivent accepter l'intégrité du Mali. Mais pour arriver à ces solutions, il faut qu'entre gens de bonne volonté, on puisse se parler. Et la France sera en faveur, bien sûr, de cette bonne volonté.
Alexis, le Malien lambda ne parvient pas à comprendre la France sur l'absence de l'État à Kidal. Quand on entend les discours Hollande, Fabius, la France respecte l'intégrité territoriale du Mali et pourtant l'administration malienne est absente de Kidal. On ne parvient pas à comprendre finalement. Pour moi, Fabius c'est trahi. C'est-à-dire il y a un mot que j'ai retenu dans ses propos, c'est le moment venu. Le moment venu, ça veut dire qu'ils y sont pour quelque chose du fait de l'absence de l'armée au nord. Certes, nous ne sommes pas prêts, mais quand nous partions à Gao, nous n'étions pas prêts non plus. Donc, je pense que la France a effectivement des connexions. Ça transpire dans tous les discours. La France a des connexions. La France a dû prendre des garanties avec les gens d'en face et peut-être veut s'assurer de certaines choses. Sinon, on a vu les dernières exactions à Kidal. On n'a jamais entendu la France là-dessus. C'est-à-dire que d'après les déclarations du collectif des ressortissants du Nord, mais on est en train de chasser des populations disant noirs et non ressortissants de l'Azawad sur les yeux des Français. Mahamadou Kamara. Je pense qu'il est temps qu'on règle cette question. On a eu un débat lors de l'émission précédente. On parle d'élections en juillet. Élections, a priori, sur l'ensemble du territoire, qui inclut donc la région de Kidal. Donc il est temps que les gens s'assoient les uns et les autres, que la France fasse ce qu'elle a à faire pour mettre la pression sur le MNLA pour qu'il désarme effectivement, et que le dialogue avec ceux avec lesquels il est possible de dialoguer s'enclenche pour que, au moment où les élections se tiennent, l'administration malienne soit de retour à Kidal et que l'ensemble du pays puisse voter pour faire les choix qui sont nécessaires pour le pays. On ne peut pas laisser traîner ce problème-là pendant des mois et des mois. Il est temps que le gouvernement mette en place la manière de discuter et que la France fasse pression sur le MNLA, sur qui, semble-t-elle, elle a une influence. Adam Thiam, sur cette question. Je crois que l'analyse des éléments de langage entre la partie malienne et la partie française indique qu'à un moment, probablement, il y a eu un deal sur Kidal, où peut-être la priorité pour les Français était, en plus d'éradiquer les djihadistes, de trouver leurs otages. Et ils ont pu penser que le MNLA leur était utile pour ça. Le gouvernement malien, qui n'était pas prêt, a dû concéder. Mais les choses évoluent. On sait par exemple que le président a dit non, que nous serons à Kidal. On sait que l'armée s'apprête à aller à Kidal. Toute la question, c'est sur la négociation. Quand Fabius a dit qu'il va falloir que le MNLA désarme, tout de suite, de Paris, le MNLA a dit qu'il ne désarmera pas. Et puis le président a dit il faut désarmer pour venir au dialogue, mais très franchement, ce qu'on se demande, c'est si le MNLA désarme pour venir au dialogue, qu'est-ce qu'il y a à négocier? L'amnistie, peut-être les mesures institutionnelles pour le Nord, qu'il va falloir étendre à tous les pays. Je pense que ça, il va falloir le faire avec ou sans le MNLA. Et donc, le dialogue devrait être possible même dans ces conditions-là. Le point du MNLA, à mon avis, demeure un caillou dans la chaussure du gouvernement français, dans la chaussure du gouvernement malien. Faut rendre hommage à Adam Thiam, ça n'arrive pas souvent. Il a reconnu qu'il s'est planté la semaine dernière. Sur la question du MNLA, il lui arrive de se planter souvent. Parfois, quelquefois, je vais dire. Mais le véritable problème est le suivant, à mon avis, en termes de négociation aujourd'hui. Le MNLA affirme qu'il a du monde derrière, il affirme qu'il a des Sora, il affirme qu'il a des Arabes, qu'il y a des Touaregs, qu'il y a un peu de tout, des Peuls. Donc, dans le cadre d'un dialogue de réconciliation nationale, puisqu'on va à des élections, ce qui serait souhaitable, c'est de voir, par exemple, le MNLA se transformer en parti politique et participer à ces élections pour qu'on voit effectivement ce que pèse le MNLA. Je pense que dans les discussions entre partis maliennes et partis françaises, en privé, c'est revenu de voir, pourquoi pas, ne pas envisager, par exemple, que le MNLA dépose des armes et que se transforme en parti politique pour qu'on se rende compte que, effectivement, il est implanté sur le terrain. Peut-être que le futur président de la République sera quelqu'un, le candidat du MNLA, ou ils seront représentés à l'Assemblée nationale. À mon avis, c'est probablement l'une des portes de sortie. Alexis, on est à 3 mois quand même de l'échéance. On ne peut pas vouloir mettre la pression sur le gouvernement, alors qu'à Kidal, il faut le redéploiement de l'administration. Quand même, c'est assez paradoxal en termes de discours. On met la pression et pourtant, il n'y a aucune condition de redéploiement de l'administration de l'État pour l'organisation justement de ces élections-là à Kidal. Oui, encore une fois, on revient à Fabius. Le moment venu, mais seulement la question, c'est de savoir quand est-ce que ce sera le moment. Et je pense que
encore une fois, Adam, qui est dans le secret de Dieu, a dit que c'est, disons, ce sera pour bientôt l'armée. Aussi, parce que je voudrais dire que, d'après mes informations, bientôt une autre autorité de l'État malien devrait se rendre à Kidal. Est-ce que peut-être l'armée ne devrait pas prendre ses responsabilités, marcher sur Kidal, Camara? Bon, faudrait-il seulement qu'elle en ait les moyens. Je pense que tout ça doit se faire en coordination avec les forces armées qui sont déjà présentes dans la région de Kidal, la France évidemment, le Tchad et peut-être d'autres contingents de la CEDEAO. Elle ne peut pas décider du jour au lendemain d'y aller, il faut des moyens logistiques, un appui sans doute aérien pour s'y rendre plus facilement et une coordination avec les forces en présence. Mais juste sur la question des élections, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée. On parle de présidentielle en juillet et j'ai remarqué qu'on parle de moins en moins des législatives. Donc il semble qu'on aille vers un découplage des deux élections, ce qui à mon avis est une bonne chose dans la mesure où ça crée moins de confusion objectivement au niveau des électeurs qui sont souvent pas alphabétisés. Et deuxièmement, il y a une question de sécurité quand même assez pendante. On peut relativement bien sécuriser une vingtaine de candidats à la présidentielle sur l'ensemble du territoire. Par contre, plusieurs milliers de candidats aux législatives, ça devient compliqué. Donc si on devait décaler les législatives après l'hivernage octobre-novembre, ce serait une bonne chose, parce que sans doute à ce moment-là, l'administration, la sécurité sera revenue dans la région nord. Je pense que on va vers l'organisation de la présidentielle avant les législatives. En tout cas, quand on écoute le ministre de l'administration territoriale, et Fabius l'a laissé entendre, exactement comme le disait Camara tout à l'heure, ce qui est important au mois de juillet, c'est d'organiser d'abord l'élection présidentielle. Donc je pense que le plan A, c'est l'organisation des élections présidentielles au mois de juillet et ensuite organiser les législatives. Ok, Camara, rapidement. Il y a une chose qu'a dit Fabius et qui n'est pas tout à fait exact. Il a dit qu'il y avait un consensus côté malien sur la question de l'organisation des élections en juillet. Or c'est faux, puisque non, il dit qu'il n'a pas de peut-être que lui l'a rencontré. Donc il est bien informé. De qui par exemple de l'ADEMA. C'est vrai que vous êtes proche de l'ADEMA, mais c'est pas une raison. Ils sont en train de choisir. Ils sont en train de choisir leur candidat actuellement. Voilà, donc ils sont pas favorables aux élections en juillet. Enfin, ils l'ont pas dit officiellement. Mais je crois qu'ils l'ont dit au ministre Fabius. Non, mais peut-être Fabius a dit que les acteurs que lui il a rencontrés, il n'a pas entendu de son. Mais il a rencontré l'ADEMA. Ok, nous restons toujours au Mali. Un mort et un blessé, c'est le bilan de l'opération de désarmement ce samedi au groupement mobile de sécurité GMS. La veille d'ailleurs avait éclaté entre différentes factions de la police nationale divisées depuis des semaines autour des questions de grade et d'avancement. Des images d'archives. Mamadou Camara, la fin de la récré au sein du GMS? Honnêtement, il serait temps, parce qu'il y en a ras-le-bol de voir que les policiers qui sont là pour sécuriser les populations se battent entre eux à un moment où des contingents étrangers viennent se battre pour la libération du Mali, voire même mourir au Mali. Moi, je trouve ça honteux. Il est temps de remettre de l'ordre dans la police au sein du GMS et il est temps qu'on fixe enfin les responsabilités. Je suis très gêné, ça fait 2 ou 3 fois. Ça n'a pas commencé cette semaine. C'était déjà le même directeur de la police et c'était déjà le même ministre de la Sécurité. À un moment, on doit prendre les responsabilités, il faut qu'il y ait des sanctions, que les gens qui sont en charge de ces problèmes-là, lorsqu'ils ont failli, soient sanctionnés et qu'on les remplace. Alexis Calambi, le même point de vue? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si vous avez suivi, les populations des quartiers avoisinants sont sorties sous les balles parce qu'ils en avaient assez. Et ça faisait tout le temps depuis septembre 2012 que cette histoire-là a commencé. Donc, franchement, il n'y a pas eu de... Encore une fois, je reviens à l'opinion nationale. C'est-à-dire... on n'a pas senti de mouvement du côté des politiques, du côté de la société civile pour, à la limite, condamner, appeler à une solution définitive jusqu'à ce clash. C'est-à-dire, finalement, on a vu une solution qui n'était pas peut-être la bonne, mais qu'il fallait appliquer obligatoirement. Okay. Moi, je crois que c'est la récréation qui se termine et qu'elle doit se terminer forcément au groupement mobile de sécurité. Vous avez un camp qui est armé, qui a des armes, et dès que ça ne va pas, on se met à tirer. Donc, il fallait quand même, en prenant la décision de faire intervenir l'armée et une partie de la gendarmerie, le Premier ministre, le gouvernement malien, c'était tout à fait dans leur droit pour montrer qu'enfin, en fait, on parle de l'autorité de l'État, mais qu'il y a quand même non seulement une autorité, mais qu'au Mali, il y a des troupes qui peuvent désarmer les autres troupes. Vous avez 16 policiers qui sont arrêtés aujourd'hui, vous avez des policiers qui sont en cavale, mais vous voyez, ça n'a pas débordé. Aujourd'hui, le GMS est totalement sous contrôle et je pense qu'on doit pouvoir poursuivre
dans cette voie-là. Adam Thiam. Je pense que la décision d'intervenir, la décision du gouvernement est une bonne décision, parce que pour l'instant, il maîtrise la situation. Maintenant, il reste à voir pourquoi il y a ce problème. Les gens disent que c'est à cause de l'existence du syndicat qui est lui-même le résultat d'une restructuration de la police il y a 2 décennies, parce que la police était un corps militaire, elle est devenue un corps paramilitaire, et que le problème se réduit à l'existence, à l'autorisation qu'ont les policiers d'avoir des syndicats. Moi, j'ai des doutes, parce que en France, c'est un corps paramilitaire, il y a des syndicats, mais il n'y a pas cela. Et un ami avec lequel je causais effectivement à la fois des événements du 30 avril et de ce truc de policier, me dit, mais attention, nos forces de sécurité et de police sont des civils armés. La rébellion, c'est déjà dans les familles qui ne contrôlent plus les enfants, qui n'ont plus de maîtrise des enfants, et donc ce sont pratiquement des semi-délinquants qui sont recrutés dans les différents corps. On les trouve dans la rue, c'est eux les auteurs de l'incivisme et des accidents mortels, c'est eux qu'on retrouve effectivement dans la rue en train de débrayer à chaque fois. C'est-à-dire le problème, c'est la société malienne qui est tombée, c'est la famille malienne qui est en délitement, et je crois qu'il est beaucoup plus profond que la question des policiers. Oui, mais au-delà de ça, il faut jamais rappeler qu'il y a eu cette histoire de grade, de promotion attribuée. À l'époque, on avait critiqué ici le président du Yokunda parce qu'on avait dit qu'il avait probablement d'autres décrets à signer que de signer celui-là qui avait mis le feu aux poudres. Parce que je me souviens, c'était un mercredi, il était incapable pour lui d'aller à un conseil des ministres parce que les policiers avaient pris le contrôle de la rue. La chienlit, c'est terminé. Il vous écoute, s'il arrive de m'écouter, je retire ce que je dis. Quand même, l'affaire des policiers doit être un des chantiers du comité militaire de réforme et de suivi des forces de défense, de sécurité. Oui, si on sait que le problème, c'est une question de grade, d'avancement. Mais la police, c'est pas l'armée. Les forces de défense et de sécurité. Le patron de la cellule de restructuration des forces de défense et de sécurité, c'est le capitaine Sanogo. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'est pas intervenu dans cette affaire-là. Pourtant, l'une des deux parties, l'un des deux belligérants est accusé de le soutenir, si vous voulez. Moi, j'ai admiré ça parce que, entre guillemets, ce sont ceux qui se déclarent ou ceux qu'on accuse de soutenir Sanogo qui ont été matés. C'est ça. Et Sanogo n'a pas bougé. Voilà. Non, mieux, il y a comme un trafic d'influence tout le temps. C'est vrai, ceux qui avaient tous les privilèges se réclamaient de Cathy et du capitaine. Non, se réclamaient ostentatoirement. Mais en même temps, à la limite, ils avaient un comportement qu'on n'a jamais vu de la part des gars de Cathy, ou en tout cas du capitaine Sanogo. Donc je pense que c'est un trafic d'influence qui ne sait pas. Il disait Boli, je n'avais pas compris. D'accord. Non, je fais attention. Je répétais simplement ce tu disais, Alexis. Non, moi je pense que tout ce qu'on fera pendant cette période de transition, c'est du colmatage. Ouais. Je pense que le principal chantier du pouvoir élu, sans doute en juillet, sera de refonder l'État malien. Un État, c'est quoi? C'est avant tout des forces de sécurité et de défense républicaines qui respectent la loi pour pouvoir la faire respecter. Aujourd'hui, on a ce problème qu'a évoqué Adam, c'est-à-dire qu'il y a une perte de valeur, une perte de repère totale dans la société malienne et dont les problèmes dans la police ne sont qu'une illustration. Et pour ça, il faut du temps, il faut de l'autorité. Et pour ça, il faut un pouvoir légitime parce qu'élu qui soit capable de décision et qui soit ferme. Donc il faut aller aux élections. Non, évidemment, la réponse, en tout cas, pour cette question, c'est une armée républicaine, il a raison, mais ça prend du temps. Imaginez-vous, en 1992, c'était le leitmotiv de l'ADEMA, il y a même eu des réformes dans ce sens, c'est un travail de très très longue haleine qui demande une chirurgie, et puis je pense qu'à un moment donné, il est rendu simplement impossible à cause de l'état de délitement des familles et de la société et des communautés. Et le défi du Mali, c'est ça, c'est-à-dire ils ne sont pas pires que, par exemple, ce qu'on appelle les organisations citoyennes, parce que tout ça
tout ça est possible à cause de l'inertie des forces citoyennes au Mali. Sinon, ce n'est pas imaginable de voir dans certains pays, à chaque fois, des policiers en train de se tirer dessus, d'ameuter tout le quartier et d'empêcher les gens de dormir. Justement, on a un peu plaint les populations riveraines, Badjalan, Tomikrobo, Dar Salam. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être d'excentrer un peu les camps de la ville de Bamako, Alexis? Parce qu'au moment où on érigeait ces camps-là, Bamako n'était pas aussi grand. Et voilà, est-ce qu'il faudrait pas souvent penser à cela? Ça se passe souvent au Badalan, ça se passe à Dikorounimpara. Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir un peu tous les camps? Je pense que les urbanistes, la CI devraient y songer. Effectivement, en dehors de ces questions, parce qu'on avait effectivement, chaque fois que ça se tire dessus, ça crée des problèmes. On sait qu'il y a dans les camps en temps normal de la poudre qui est gardée et ça peut cramer à tout moment. Donc je pense que pour des questions de sécurité et même en temps de paix, il est urgent qu'on les sorte du centre-ville. Je pense la même chose, d'autant plus qu'à Bamako, intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur, aujourd'hui, vous avez le groupement mobile de sécurité. Quand il y a un problème, Alexis le disait tout à l'heure, les populations se sont révoltées parce qu'elles sont les premières victimes. Vous avez le camp parachutiste qui est devenu quand même, qui reste un camp, mais un camp de formation. Et là aussi, les populations, dès que ça commence pas à tirer, on vous appelle à Sati, où est-ce qu'on va le mettre? Il appartient effectivement au gouvernement ou au prochain candidat à la présidentielle de la République d'avoir un programme clair, précis sur ce que devraient être ces camps militaires. Il est temps de faire la prospective et de plus simplement colmater et régler les problèmes lorsqu'ils surviennent. On a vu ce qui s'est passé il y a un an au Congo. Le centre de Brazzaville, le camp de Mpila a explosé et a fait des centaines de morts. Il ne faudrait pas que ça arrive ici. C'est arrivé. Ok. À Kati, on a vu... pas de cette ampleur-là. Il est important d'agir pour que ça n'aille pas aussi loin. Donc à Kati, c'est à quelques kilomètres de Bamako. Voilà. Vous avez parlé du Congo, l'Afrique centrale. Nous y restons justement. À quoi joue Jacob Zuma? L'interrogation était à la une des quotidiens tchadiens au lendemain de la prise de Bangui par la Séléka. Près de 2 semaines après la chute de Bozizé, l'heure est aux explications. Le président sud-africain s'est justifié lors de l'hommage aux soldats tués en République centrafricaine. 9 jours après, la colère ne retombe pas. Devant les familles en pleurs, devant les militaires réunis en mémoire des 13 soldats tués, le président sud-africain se retrouve obligé de s'expliquer, de justifier leur présence en Centrafrique. Ils se sont battus, côte à côte, comme de vrais soldats. Ils ont combattu un important groupe de rebelles qui avait attaqué la base militaire sud-africaine. Nous devons être très fiers de nos soldats. En fait, la polémique s'est durcie depuis que des médias ont fait le lien entre la mission des 300 soldats sud-africains et des projets d'affaires montés en Centrafrique par un fonds d'investissement très lié à l'ANC. Des accusations rejetées par Jacob Zuma. Nous rejetons toute insinuation que ces soldats ont été envoyés en République centrafricaine pour une raison autre que la poursuite de l'intérêt national et les intérêts du continent africain. Quant à la suite à donner à cette mission, l'Afrique du Sud réfléchit. Le président sud-africain estime que c'est au continent d'en décider lors du sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique centrale ce mercredi au Tchad. Pour l'heure, les autorités militaires sud-africaines se refusent à donner le nombre de soldats toujours présents à Bangui. Alexis, est-ce qu'on peut parler de revers diplomatique pour l'Afrique du Sud? Est-ce que Zuma a misé sur le mauvais cheval Bozizé au moment où l'Afrique centrale, la CEAC, soutenait plus ou moins la Séléka? Est-ce que Zuma a misé sur le mauvais cheval? Bon, je pense qu'il n'a pas misé même sur Bozizé. C'est-à-dire l'Afrique du Sud, à mon avis, avait des intérêts économiques. À la limite, je pense que c'est ce qui fait que ça crée des problèmes dans le pays parce que on a l'impression qu'on a envoyé les soldats défendre des intérêts privés et des sociétés privées. Donc je pense que
cette fois-ci, il était plus dans le business que dans l'idéologie. Mais personne ne s'est battu, personne n'a tenté de s'opposer à l'avancée des rebelles de la Séléka, à part les militaires sud-africains. Si vous voyez, l'Afrique du Sud est très étrangère au continent. C'est vraiment, ils apprennent à s'intégrer, à connaître un peu le continent profond, mais ils ont un décalage par rapport, ils sont restés fermés longtemps, ils ont un prisme qui n'est pas bon. Bon, ils sont quand même proches des pays d'Afrique australe. Je crois qu'il a joué la carte du business. Je crois qu'il a joué la carte du business et que Jacob Zuma a perdu. Et je vais vous dire pourquoi. Quand Bozizé allait tomber, si vous vous souvenez, il est allé en Afrique du Sud rapidement. Sur le chemin du retour, il voulait passer en fait à Luanda, mais il n'est plus parti parce qu'il sentait que ça n'allait pas du tout, donc il est revenu rapidement chez lui. Il est allé forcément demander, il y a dû avoir un deal entre Jacob Zuma et lui, du style « aide-moi, je n'oublierai pas ». Okay. Et donc Jacob Zuma, à mon avis, a misé sur ça et il a, à mon avis, perdu. Il devenait un peu un intrus, au sein de la CEAC, si on peut le dire ainsi. Bon, je n'irai pas aussi loin. L'Afrique du Sud est quand même une puissance régionale, voire même continentale. C'est le premier pays au niveau continental, d'un point de vue économique et peut-être aussi militaire. Il est normal qu'elle essaie d'avoir une influence sur les pays de la sous-région, d'autant plus qu'elle a effectivement des intérêts économiques forts dans les pays à vocation minière. Je pense qu'effectivement, il a voulu préserver ces intérêts-là. D'autres pays s'étaient interposés, le Tchad, il y a quelques mois déjà, qui avait envoyé des troupes, mais qui finalement ont laissé tomber Bozizé. Ça n'est pas le cas de l'Afrique du Sud, et aujourd'hui, c'est regrettable ce qui s'est passé. Adam Thiam. Moi, je ne crois pas que le plus important, c'est la raison pour laquelle les soldats sud-africains étaient en Centrafrique. C'est-à-dire, ils peuvent bien être là pour protéger les intérêts sud-africains. Ça, c'est acceptable. Le fait est qu'ils sont morts, et ça, c'est regrettable. Et l'autre fait, c'est que une fois encore en Afrique, c'est une mutinerie, c'est une rébellion, c'est un putsch qui a pris le pouvoir. Et donc, remettant encore sur le tapis l'éternelle question de la prise illégale du pouvoir. Et pourtant, cette fois-ci, nous avons l'impression, effectivement, que ce coup-ci va être accepté un peu au niveau de la communauté internationale. Et les errements de Bozizé, c'est exact. Lui-même a accédé au pouvoir de cette manière. Il y a eu beaucoup d'errements, etc. Mais toute la question, c'est est-ce que à la dernière élection, il a été élu ou non? S'il a été élu, il n'y a aucune raison, effectivement, qu'il soit victime d'un putsch et que ce putsch soit accepté. Il faut savoir aussi comment il est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir par un coup d'État. Oui. Bozizé n'est pas venu démocratiquement au coup d'État. Il a fait un coup d'État avec le soutien de pays voisins. Et c'est lorsqu'il est arrivé qu'il a pris ensuite le manteau de il s'est acheté une légitimité. Bozizé, c'est pas qui est discutable parce que les élections n'étaient pas les plus transparentes. Oui, mais comment vous pouvez pas discuter ça? C'est-à-dire que ceux qui discutent ça, c'est les instances africaines et internationales. Donc, il était accepté au niveau de l'Union africaine. Il était suspendu dans le temps. Sa suspension a été levée. Et les Nations Unies ont accepté. C'était l'élection dernière. Et donc, il n'y a pas de raison, effectivement, qu'il soit victime d'une rébellion ou d'un putsch. Ok, dernier sujet de cette émission. On va laisser tomber la visite de Morsi au Soudan pour parler de l'affaire Cahuzac. Coup de tonnerre dans le ciel politique français le 2 avril dernier. Au lendemain de Pâques, Jérôme Cahuzac avoir possédé un compte en Suisse crédité de 600 000 €, mais faux, rétorque un journal suisse selon lequel il s'agirait plutôt de 15 millions d'euros. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. C'était en décembre dernier, et cet énorme mensonge de M. Cahuzac risque de lui coller à la peau pour un certain temps encore. Il a certes reconnu il y a quelques jours avoir eu 600 000 € placés sur un compte à l'étranger, mais c'est peut-être bien un nouvel arrangement avec la vérité. Ce matin, un journaliste suisse de la RTS a déclaré ceci. En l'an 2000, Jérôme Cahuzac trouve que c'est un petit peu dangereux. Il va tenter de mettre l'argent ailleurs. Et à ce moment-là, nos sources disent que Cahuzac a cherché à déposer dans la banque privée genevoise non pas 600 000 €, mais 15 millions d'euros.
Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette somme de 600 000 € est mise en doute par ceux qui connaissent un peu le monde de la finance, selon lesquels il faut au minimum 1, voire 3 millions d'euros pour obtenir son ticket d'entrée dans le club des bénéficiaires de montage financier qui passe notamment par Singapour. Et à ce propos précisément, un autre mensonge de Jérôme Cahuzac est évoqué par un journal suisse alémanique. La banque chargée de transférer les fonds sur un compte à Singapour a demandé à l'homme politique un document certifiant que les fonds avaient été déclarés au fisc compétent et, selon le journal suisse, M. Cahuzac a fourni un certificat fiscal falsifié. Jeudi dernier, le président français a exclu un remaniement ministériel. Un sondage indique aujourd'hui que 60% des Français y seraient pourtant favorables. Alexis Calambri, elle vous inspire quoi, cette affaire Cahuzac? Moi, je la ramène à mon niveau 1 et je vois en tant que Malien, je suis séduit par le fait qu'une affaire soulevée par la presse puisse intéresser le procureur, qui malgré les dénégations du ministre qui finit par démissionner et par avouer. Donc je rêve de voir quelque chose du genre arriver un jour au Mali et c'est pas les affaires qui manquent dans la presse. Mais il manque la crédibilité dans la presse. C'est ça le problème. Ok, ouais, Camara, justement. Oui, non, mais c'est regrettable ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que l'ancien ministre Cahuzac a commis 3 fautes majeures. La première, elle est légale, il a enfreint la loi. Il est interdit d'avoir un compte à l'étranger. Il a le droit d'être riche, de gagner beaucoup d'argent, mais tout ça doit être localisé en France et déclaré aux impôts français. Première faute. Deuxième faute, elle est éthique et morale. Ce monsieur a menti les yeux dans les yeux devant la représentation nationale, sur tous les plateaux de télé et de radio. Donc faute morale, éthique. Et troisièmement, faute politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il met son camp en difficulté. Il y a déjà beaucoup de problèmes, le chômage, les problèmes de sécurité. La gauche va faire face à des élections en 2014, municipales et européennes, et elle risque d'être en difficulté, au grand profit, à mon avis, de l'extrême gauche de Mélenchon et de l'extrême droite du Front National. Seb Daniel, pour François Hollande, c'est un homme qui est mis en cause et non le gouvernement. Oui, il essaie de tirer son épingle du jeu, parce que jusqu'à présent, rien ne prouve qu'il a couvert M. Cahuzac. Mais pour moi, c'est une affaire incroyable. Je vais vous dire mon sentiment. Lorsque j'ai vu M. Cahuzac se présenter à l'Assemblée nationale et de dire, comme il a dit tout à l'heure, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, moi je vous ai dit, je l'ai cru un peu. Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et c'est incroyable. Mais cela prouve quand même qu'il y a une démocratie en France, parce que si c'était dans certains de nos pays, on était capable d'étouffer une affaire de ce genre-là. Adam Cham. Non, je crois que c'est scandaleux, c'est gros, et moi je suis triste pour François Hollande, parce que on aime bien Hollande, n'est-ce pas ? Oui, je l'aime beaucoup, et je pense effectivement qu'il est sincère dans son projet de république irréprochable. Ceci dit, la question que ça évoque, c'est est-ce qu'en France, comme ailleurs en Occident, nous sommes dans le même type de délitement qu'en Afrique, parce que dans les gouvernements africains, il y a tellement de Cahuzac que c'est pas possible. Maintenant, du gouvernement malien ou africain ? Africain, malien sans doute. Maintenant, la question c'est est-ce que la France est en train, depuis les petites affaires de la période de mairie, etc., est-ce qu'elle est en train de retrouver une certaine probité en politique? Je pense qu'en dépit des scandales de ce genre, etc., ces dernières années, oui, on peut dire effectivement que la France est en train de devenir une espèce de société victorienne où la vertu devient de plus en plus importante. Mais à contrario aussi, Adam Cham, ça dénote du fait aussi que la France, la classe politique française n'est pas aussi saine qu'on puisse le penser souvent en Afrique. Vous l'avez dit, il y a eu Clearstream, il y a eu Karachi, Bettencourt. Il y a des pourris. Voilà, elle n'est pas aussi saine. Vous venez de citer des affaires, attention. Si Maître Konaté avait été là, vous aurez dit attention, présomption d'innocence. Donc c'est des affaires. Présomption de culpabilité aussi. Les uns et les autres n'ont pas encore été condamnés. Donc il y a des affaires, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut éviter le slogan tous pourris. C'est quelques cas parmi tant de personnalités politiques qui, elles, sont un problème grave. Oui, c'est une affaire grave. Je pense que c'est la vitalité des organisations citoyennes, dont la presse, qui est en train effectivement de lever le lièvre. C'était pas le cas il y a une cinquantaine d'années, mais ce qui se passe en Europe, c'est vraiment que les contre-pouvoirs citoyens se mettent en place et mettent la classe politique en difficulté, et c'est leur vocation. Et les politiques tirent les leçons de l'affaire, puisque Hollande est en train de mettre en place aujourd'hui une haute autorité de moralisation
question de la vie publique, etc. Et ça, c'est souhaitable qu'on ait les mêmes contre-pouvoirs dans nos pays. L'autre aspect à ne pas écarter, c'est d'où vient le piège. Car il semble, visiblement, si vous avez Cahuzac a été un bon ministre. La question, c'est où est l'argent? Non, il a été un bon ministre, et il se dit que depuis que la droite était au pouvoir, elle était au courant, et Cahuzac était à l'Assemblée, était au parfum de ces questions. On a su, et c'est sorti dans la presse que quand il est devenu ministre. Ok, voilà, c'est sur l'affaire Cahuzac que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Adam Cham du Républicain et de arawanexpress.com, Alexis Calambri du journal Les Échos, Mahamadou Kamara du journal du Mali.com et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre débat sur Africable Télévision.